Observez-les. Ces personnes qui se lèvent à l'aube, qui courent des kilomètres avant que le soleil ne se lève, qui travaillent avec une concentration monacale et qui semblent atteindre leurs objectifs avec une facilité déconcertante. On les appelle disciplinés. Et souvent, on se dit « Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas cette force de volonté innée. » Mais si je vous disais que cette image de la discipline est une illusion, une qualité mystique réservée à quelques élus, et si la véritable discipline n'était pas une bataille constante contre soi-même, mais plutôt un jeu intelligent avec les règles de notre propre cerveau. Aujourd'hui, nous allons démanteler le mythe de la discipline innée. Nous allons révéler comment les personnes les plus disciplinées ne sont pas celles qui ont le plus de volonté, mais celles qui ont appris à ne pas en avoir besoin. Préparez-vous à changer radicalement votre perception de la discipline et à découvrir comment vous pouvez, vous aussi, construire une vie plus intentionnelle et plus productive. Notre intuition nous dit ceci. La discipline est une question de force de caractère. Nous imaginons une personne disciplinée. C'est quelqu'un qui, face à la tentation, serre les dents et résiste par pure volonté. C'est l'image du guerrier intérieur. Il combat ses propres désirs pour atteindre un objectif. Nous pensons que si nous voulons être plus disciplinés, nous devons simplement nous forcer davantage, faire preuve de plus de courage mental, et que l'échec est le signe d'une faiblesse de notre volonté. Cette croyance est si répandue. Elle façonne la façon dont nous abordons nos objectifs. Elle nous pousse à des efforts héroïques, qui, trop souvent, se soldent par l'épuisement et la frustration. Mais est-ce la seule façon de voir les choses? Si la discipline était uniquement une question de force de volonté, alors les personnes les plus disciplinées, elles auraient la plus grande capacité à résister aux tentations, par la force brute. Nous prédirions qu'elles sont constamment en lutte intérieure, mobilisant leur énergie mentale pour chaque décision, et que, pour devenir disciplinées, il suffirait de s'entraîner à dire non, à endurer l'inconfort et à persévérer coûte que coûte. Mais est-ce vraiment la stratégie la plus efficace? Ou même la plus durable? Y a-t-il une autre voie? Ce que la recherche psychologique moderne nous révèle. C'est une vérité surprenante. Les personnes les plus disciplinées ne sont pas celles qui ont le plus de force de volonté, mais celles qui ont le moins besoin de l'utiliser. Elles ne sont pas constamment en train de lutter contre leurs désirs. Elles ont plutôt mis en place des systèmes et des environnements. Des systèmes qui rendent les comportements souhaités automatiques et les comportements indésirables difficiles. C'est une approche radicalement différente. Elle déplace le focus de la bataille intérieure vers la conception intelligente de notre vie. Mais comment font-elles? Pour contourner la nécessité d'une volonté de faire. Et quels sont les secrets de cette discipline sans effort apparent? Pour comprendre, nous devons explorer plus loin. Pour démystifier la discipline, nous devons nous éloigner d'une idée. L'idée de la force de volonté comme un réservoir infini. Les travaux de Roy Baumeister sur l'épuisement de l'ego ont été révolutionnaires. Il a démontré que la force de volonté est une ressource limitée. C'est comme un muscle. Chaque fois que nous résistons à une tentation, que nous prenons une décision difficile ou que nous nous contrôlons, nous puisons dans ce réservoir. Après une journée où nous avons dû faire preuve de beaucoup de maîtrise de soi, notre capacité à résister à d'autres tentations diminue. C'est pourquoi, après une longue journée de travail, il est si difficile de refuser la malbouffe ou de se motiver pour faire de l'exercice. Notre muscle de la volonté est fatigué. Mais alors, comment certaines personnes semblent-elles maintenir une discipline constante sans cet épuisement? C'est la question clé. La réponse réside dans la puissance des habitudes. Le cerveau est un organe incroyablement efficace. Il cherche constamment des moyens d'économiser de l'énergie. Une fois qu'un comportement est répété suffisamment de fois, dans un contexte donné, il devient une habitude. C'est une séquence d'actions déclenchée automatiquement par des indices environnementaux, sans nécessité de décision consciente ou de force de volonté. Charles Duhigg, dans son best-seller Le pouvoir des habitudes, décrit la boucle de l'habitude. Elle se compose de 3 éléments.
un signal, une routine, une récompense. Les personnes disciplinées ne luttent pas constamment. Elles ont simplement mis en place des boucles d'habitude, des boucles qui les mènent vers leurs objectifs. Par exemple, au lieu de décider chaque matin d'aller courir, elles ont une habitude. Le réveil sonne, c'est le signal. Elles mettent leurs chaussures de course, c'est la routine. Et elles ressentent le bien-être post-exercice, c'est la récompense. Mais comment créer ces habitudes? C'est ce que nous allons voir. Comment créer ces habitudes? Albert Bandura, avec sa théorie de l'auto-efficacité, nous donne une piste cruciale. Notre croyance en notre capacité à réussir une tâche. Elle influence directement notre persévérance. Les personnes qui se perçoivent comme efficaces, elles sont plus susceptibles de persévérer face aux difficultés. Cette auto-efficacité n'est pas innée, elle se construit. Par des expériences de maîtrise, ce sont de petites victoires. Par l'observation sociale, c'est voir d'autres réussir. Par la persuasion verbale, ce sont des encouragements. Et par la gestion de nos états physiologiques, c'est réduire le stress. L'idée est de commencer petit, de créer des habitudes si faciles qu'il est impossible de dire non. James Clear, dans Atomic Habits, appelle cela la loi du moindre effort. Rendez l'action souhaitée incroyablement facile et l'action indésirable incroyablement difficile. Si vous voulez lire plus, laissez un livre ouvert sur votre oreiller. Si vous voulez manger plus sainement, débarrassez-vous de toutes les tentations de votre cuisine. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre facteur essentiel. L'environnement joue un rôle bien plus important que nous ne le pensons. Les personnes disciplinées ne sont pas des ermites. Elles ne résistent pas à toutes les tentations. Elles sont des architectes de leur environnement. Elles structurent leur monde, de manière à ce que les bonnes actions soient les plus évidentes et les plus accessibles. Par exemple, si vous voulez travailler sans distraction, vous ne comptez pas sur votre volonté. Pour ignorer les notifications, vous mettez votre téléphone en mode avion, dans une autre pièce. C'est ce que l'on appelle l'architecture de choix ou le nudge. De petits changements dans l'environnement. Ils peuvent avoir un impact significatif sur le comportement, sans nécessiter un effort de volonté constant. La discipline n'est donc pas une qualité mystique, mais l'application intelligente de principes psychologiques pour créer des systèmes qui nous mènent vers nos objectifs. Mais la véritable profondeur de cette compréhension réside dans une révélation. La discipline n'est pas une punition, c'est une libération. Et c'est ce que nous allons explorer ensuite. Alors, quelle est la véritable révélation sur la discipline? Ce n'est pas une qualité innée. Ce n'est pas non plus une bataille constante de la volonté. La discipline est la conséquence de systèmes bien conçus et d'habitudes intelligemment construites. Les personnes que nous percevons comme naturellement disciplinées, elles ne sont pas dotées d'une force de volonté surhumaine. Elles ont simplement appris à architecturer leur vie, de manière à rendre les bonnes actions faciles et les mauvaises actions difficiles. Elles ont minimisé la nécessité de faire appel à leur force de volonté limitée. Comment? En créant des environnements et des routines. Des routines qui les guident naturellement vers leurs objectifs. La discipline n'est pas une punition. C'est une libération de la lutte constante. C'est l'art de rendre le comportement souhaité automatique, presque sans effort. Mais comment pouvons-nous appliquer cela à notre propre vie? Cette révélation transforme radicalement notre approche de la discipline. Au lieu de nous blâmer pour un manque de volonté, nous pouvons nous concentrer sur la conception de notre vie. Comment cela change-t-il notre compréhension de nous-mêmes et notre capacité à atteindre nos objectifs? C'est une question fondamentale. Premièrement, pour nos habitudes. Cela signifie que nous ne devons pas compter sur la motivation pour commencer, mais sur la création de systèmes. Si vous voulez faire de l'exercice, ne vous demandez pas si vous en avez envie, mais assurez-vous que vos vêtements de sport sont prêts et que votre sac est à la porte. La règle des 2 minutes est un excellent point de départ. Si une tâche prend moins de 2 minutes,
Faites-la immédiatement. Cela réduit la friction et construit l'élan. Mais il y a plus à faire. Deuxièmement, pour notre focus et notre travail, cela implique de minimiser les sources de distraction et de rendre les tâches importantes plus accessibles. Si vous avez un rapport à écrire, fermez toutes les applications inutiles. Mettez votre téléphone en mode avion et travaillez dans un environnement calme. L'idée est de rendre le comportement souhaité le chemin de moindre résistance. C'est ce que James Clear appelle le stacking d'habitudes. Il s'agit d'associer une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, après avoir bu mon café du matin, je lirai 10 pages de mon livre. C'est simple, mais puissant. Mais comment cela affecte-t-il nos relations? Dans nos relations, comprendre que la discipline est contextuelle peut nous rendre plus empathiques, envers les autres et envers nous-mêmes. Au lieu de juger, nous pouvons chercher à comprendre les systèmes qui sous-tendent les comportements. Pour la technologie, cela signifie concevoir notre environnement numérique, désactiver les notifications, utiliser des applications de blocage et créer des zones sans technologie dans votre maison. La discipline n'est pas une lutte, c'est une architecture. Et c'est une distinction cruciale. Dans la vie moderne, où les tentations sont omniprésentes, cette perspective est libératrice. Elle nous donne le pouvoir de créer une vie où la discipline n'est pas une contrainte, mais une conséquence naturelle de nos choix environnementaux. La discipline n'est pas une punition, c'est un chemin vers la liberté. En appliquant ces principes, vous ne vous forcez pas à être discipliné. Vous créez un système où la discipline devient votre mode de vie par défaut. Cela vous permet d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux, avec moins d'efforts et plus de joie. Vous transformez votre vie en un laboratoire, où vous expérimentez avec des systèmes, plutôt qu'en un champ de bataille, où vous luttez constamment contre vous-même. Et c'est là le véritable secret des personnes naturellement disciplinées. C'est une transformation profonde, et elle est à votre portée.